Les deux mâles de Talex se sont associés, comme le font souvent les guépards, pour mieux défendre un territoire et pour courir moins de risques lorsqu'ils errent sur celui d'autrui. En outre, on surveille mieux à deux que seul l'otage que l'on a capturé. Douma, ici au milieu, n'a que peu de chance de tromper leur vigilance. Ils attendront aussi longtemps qu'il le faudra qu'elle devienne consentante. Pour le moment, la voilà obligée de ruser, de mimer la soumission. Régulièrement, dans l'espoir de retrouver ses deux enfants restés seuls, elle reprend sa marche. Sans jamais parvenir à distancer ses anges gardiens. Au-dessus de la rivière Mara qu'a enflé la tempête de la nuit précédente, un aigle pêcheur ou pigargue vocifère se prépare à un véritable banquet. De nombreux poissons morts flottent à la surface de la rivière. Pour l'aigle pêcheur, une aubaine. Le pigargue apprécie la chair d'autres oiseaux plutôt que celle du poisson. Pourtant, dans cette région où l'on ne trouve pas de flamand nain, son mets préféré, les poissons de rivière forment l'essentiel de son alimentation. L'aigle pêcheur est capable d'emporter entre ses serres des proies de près de 3 kilos. Le mâle pêche en alternance avec sa femelle, de même qu'ils construisent le nid à tour de rôle. Pour le grand oiseau de proie, il est temps de répondre au cri qui le rappelle au nid. C'est à son cri si fort, si clair, que le pigargue vocifère doit son nom. À quelques mètres de là, sa femelle l'appelle et il lui répond. Et leur dialogue vient de résonner au-dessus de la rivière comme un duo de cuivre. Mais tandis que la femelle attend, le mâle s'autorise une dernière dégustation, toujours selon le même rite. La tête en premier lieu, et ensuite les entrailles. Partant d'empressement à dévorer sa proie, l'aigle pêcheur ne vise pas à en priver sa compagne. En réalité, d'autres oiseaux de proie pourraient survenir, qui priveraient l'un et l'autre du produit de la pêche. Il faut donc avaler ce poisson le plus vite possible. Alors pourra reprendre dans le silence de la plaine le claironnant dialogue d'amour. Chez les zèbres communs ou zèbres de Burchell, le dialogue social passe par cette cérémonie qui consiste à mordiller la crinière et l'encolure de son voisin. Comportement affectueux qui rappelle celui de la mère avec son poulain. Mais dans cette société ordonnée, c'est l'incident. Un mâle de passage dépose ses excréments par-dessus ceux du mâle qui domine le troupeau.
Les témoins se précipitent et vérifient que 2 odeurs se sont superposées. Les juments n'en croient pas leur nez. Un imprudent vient de lancer un défi à leur roi. Peu à peu, l'agitation va gagner du terrain. L'événement qui vient de se produire dérègle toute la vie sociale du troupeau, bouleverse les hiérarchies. Des clans se constituent, ceux qui font allégeance aux nouveaux venus, ceux qui restent fidèles à leur maître. Le désordre est total. Le perturbateur renouvelle son défi un peu plus loin. Les effets sont les mêmes. Mais le mâle dominant, lui, ne s'est aperçu de rien et son indifférence, à elle seule, éteindra la fièvre du troupeau. La grue couronnée est un oiseau monogame qui passe une partie de sa vie à bondir. Il bondit pour séduire son partenaire, il bondit pour aplanir l'herbe, il bondit avant de bâtir son nid, il bondit devant ses enfants pour célébrer la douceur de vivre. Certains jours, l'euphorie de tout ce qui vit fait vibrer la savane. Comme une pulsation qui parcourrait le sol d'Afrique, comme un rythme sur lequel danseraient les autruches Maasai, sans autre raison apparente que le plaisir. À toute vitesse, c'est vers une rencontre amoureuse que court cette femelle. D'autres autruches convoitent le même mâle, mais comme la population de femelles est plus nombreuse, ce dernier se comportera en chef de harem et choisira lui-même sa partenaire. Le mâle se reconnaît à son plumage noir bordé de blanc sur les ailes et sur le cou. Le choix est fait. La parade nuptiale peut commencer. Sans attendre, la femelle s'est aplatie sur le sol, prête à recevoir le pénis du mâle. Enfin, le mâle se retire et déjà, son pénis se rétracte. Pour le clan des lions, les temps les plus durs sont passés. Les conséquences de la sécheresse qui a décimé les proies se font désormais moins sentir, au fur et à mesure que davantage d'herbivores se concentrent au Masai Mara dont l'herbe a reverdi. Depuis quelque temps, les lionnes sont parvenues à tuer un buffle ou un gnou presque chaque jour, fournissant ainsi de la nourriture à tout le groupe. Mais pour certains, comme Simba la lionne, dont la patte est cassée, il est peut-être trop tard.
Simba ne parvient plus à arracher aux carcasses assez de viande pour assurer sa propre subsistance. Déjà ses enfants têtent une autre mère, mieux en mesure de leur fournir le lait dont ils ont besoin. Simba ne parvient plus à la proie que bien après les autres membres de son clan. Est-ce le souvenir de la pénurie qui rappelle à quel point la nourriture est précieuse, ou l'énervement qui précède l'orage ou la pluie? Jamais les lions du clan de Simba n'ont mis autant de rage à se gaver. Et bien que la proie soit là pour l'usage commun, des rivalités se révèlent. Des antagonismes hiérarchiques s'affirment. Et au milieu de tant de cris et de grognements, il est de plus en plus difficile pour Simba de se frayer un chemin vers sa propre survie. Alors lui vient parfois l'envie de renoncer. Pour un vautour orikou, celui-ci est une femelle nommée Taille. Une oie d'Égypte constitue un piètre repas. Mais lorsque le vautour en question a la charge d'un foyer ou d'un nid habité, il n'existe pas de charogne que l'on doive dédaigner. L'oie sera vite démantibulée et ingérée par membres entiers. Tandis que d'autres vautours qui n'ont encore rien trouvé à se mettre sous le bec se rassemblent à la cime des arbres, un jeune orikou attend ses géniteurs. Enfin arrive Taille, la mère. Le jeune animal connaît la marche à suivre. Il faut aller au plus profond possible dans le gosier de l'adulte, chercher la nourriture que celui-ci s'apprête à régurgiter. Dans cette corne d'abondance, on trouve des morceaux de toute taille, de la bouillie aussi bien que des morceaux de pâte de gazelle. Parfois, un morceau de choix reste bloqué en travers du gosier de Taille. Celle-ci, à force de torsion et de contorsion, parvient toujours à restituer au consommateur le plat demandé. Ça n'est d'abord qu'un sillage dans les herbes, un mouvement imperceptible, qu'accompagne à peine secoué sur son perchoir un oiseau pique-bœuf.
Poussy, le bébé rhinocéros noir, suit sa mère Marie, qui régale de ses parasites ses propres passagers. Poussy est à présent âgé de 2 mois. Il est toujours aussi vulnérable. Pour d'autres raisons, sa mère l'est également, qui exhibe au-dessus des herbes l'étrave noire de ses cornes. Poussy a déjà compris que sa capacité à vivre dépendra de son odorat, qui dénoncera la présence d'un prédateur identifié ou l'irruption de cet inconnu, venu d'ailleurs avec un fusil. Très concentrée, une autruche nommée Gnoia couve. Parfois, comme les autruches se relaient sur un nid dans lequel elles ont toutes pondu, le nombre d'œufs peut aller jusqu'à 70. Mais Gnoia est seule et elle ne couve qu'une dizaine d'œufs. Gnoia a abandonné un de ses œufs aux prédateurs afin de les éloigner de sa couvée. L'œuf a été accaparé par un vautour égyptien que l'on appelle aussi vautour percnoptère. Le percnoptère se distingue par son attitude à employer des outils. Ainsi, un caillou fera office de marteau pour tenter de briser la coquille. Mais la paroi de l'œuf est encore solide. C'est plus tard, quelques jours avant l'éclosion, qu'elle se fragilisera naturellement pour permettre à l'autruchon de sortir. C'est finalement à coups de bec que le percnoptère parvient à entamer la coquille. Mais 1,5 kg de nourriture servie dans son emballage peut exciter les convoitises. Taille, la mère vautour qui passait par là, n'a encore jamais consommé ce plat. Elle plonge son bec dans l'œuf ouvert et s'enfuit dégoûtée. Gnoia rassemble ses œufs. Le percnoptère se croit débarrassé des importuns et entame son repas lorsque surgit un nouveau pique-assiette, un jeune aigle avec qui il faudra bien tenter, au moins, de partager. Et l'œuf, vidé plus vite qu'il ne l'aurait aimé et par plus de convives qu'il ne l'aurait souhaité, le percnoptère part aussitôt à la recherche d'un autre butin. De hautes jambes soutenant une stature d'1,70 m, un solide bec rouge et jaune, voici le méfiant jabiru. Le jabiru est une cigogne africaine friande de poissons et de serpents. Il veille jalousement sur son territoire qu'il ne partage qu'avec sa femelle, à qui il reste fidèle toute sa vie. Parce qu'avec sa blouse grise et noire, ses jambes maigres et son regard contraint, il ressemblait aux fonctionnaires de l'administration coloniale britannique, le serpentaire a reçu le sobriquet d'oiseau secrétaire.
mais son vrai nom rend mieux compte de son goût pour les vers et serpents qu'il débusque dans les herbes par de vigoureux coups de pied sur le sol. Ayant obtenu d'elle les faveurs qu'elle leur refusait, les frères de Talek ont enfin libéré Douma. Douma et ses enfants ont tué une gazelle. Les restes feront un repas satisfaisant. Déçue par l'expérience gustative qu'elle vient de vivre, Tai, le vautour oricou femelle, décide de revenir à des habitudes alimentaires plus classiques. Il lui faut s'alimenter et en même temps nourrir son enfant. Elle ne peut plus se permettre de gaspiller son pain. Chacun se met en position en attendant que les guépards quittent la table. Et comme chaque fois, on attendra peut-être 1 heure ou 2. Enfin, au moment où l'on croit que le terrain va se libérer, surgit un fils de Douma qui rejoint sa mère. Il prélèvera à son tour sa part de nourriture. On s'inquiète déjà de la minceur des reliefs. Cette fois, il est temps de se ruer vers la carcasse. La meute se précipite et comme d'habitude, Tai et son compagnon qui vient d'arriver prennent l'ascendant sur les autres vautours. L'espèce à laquelle ils appartiennent, leur puissance et leur détermination leur en donnent le droit. Mais ce qui se joue sous nos yeux est une journée de dupes. Arrivant comme l'éclair, 2 chacals vont confisquer à leur profit cette carcasse dont les vautours n'auront même pas eu le temps de profiter. De l'éclair, ils ont la rapidité et la couleur argentée. On les appelle chacals à chabrac, car leur pelage noir et blanc sur le dos ressemble à la couverture que les hussards plaçaient sous leur selle et qui s'appelait chabrac. Tai a faim, elle se met en tête d'affronter l'ennemi. Le tête-à-tête sera bref et humiliant. Comme si Tai en avait donné le signal, une guérilla commence. Mais quelques oiseaux présomptueux pourraient bien y laisser des plumes. Soudain, les vautours prennent leur envol et les chacals s'étonnent. Bientôt, ces derniers comprendront qu'un 3e larron vient les départager et s'approprier l'objet des litiges. 2 lions mâles ont fait fuir tous les protagonistes de l'incident et l'un d'eux dévorera calmement ce qui reste de la gazelle. Tandis que le couple s'éloigne avec son butin, chacals et vautours se retrouvent ensemble, dans le camp des frustrés. Quelque part dans la savane, un mâle impala, reconnaissable à ses cornes majestueuses, marque son territoire.
Aux limites de son domaine, il dépose sur des herbes les sécrétions de ses glandes odoripares placées près de la commissure de l'œil. Cet impala règne sur un vaste troupeau auquel appartiennent Kenny, né voici 1 mois et demi, et sa mère. Mais un autre mâle vient de violer le territoire pourtant soigneusement signalisé. Le père de Kenny ne peut accepter cette attitude. Chaque jour, il doit affronter plusieurs fois de tels incidents. Alors, pour préserver sa domination sur le troupeau, avec des cris, avec des coups, il se battra sous les yeux de Kenny et de sa mère, qui sont la plus douce et la plus juste incarnation de sa souveraineté. Les cornes d'un impala peuvent mesurer plus d'1 mètre. Elles constituent des armes redoutables. Le jeu consiste à humilier l'adversaire, à le bloquer dans ses mouvements, à le placer, joue contre terre. Pour cela, il faut glisser ses cornes par-dessous les siennes afin de garder la maîtrise de la situation. On doit soi-même gonfler le cou, faire apparaître parfois une langue raide et luisante, et produire le plus de bruit possible. Les combats sont rarement mortels, mais l'on a vu des impalas défiés par de trop nombreux concurrents négliger de s'alimenter à force de combattre. Et peu à peu dépérir, jusqu'à l'épuisement, jusqu'à la défaite. Il n'en sera pas ainsi cette fois. L'adversaire prenant la fuite dans un concert de chuintements effrayés. Kenny ignore tout du sens familial, et même le lien qui l'unit à sa mère sera bientôt oublié. Mais ce jour-là, son père lui aura donné comme une première leçon l'exemple de la manière dont un impala qui respecte son rang doit traiter ses rivaux. Il existe dans la savane de Masai Mara des instants où même les plus craintifs doivent s'abandonner. Instant de vulnérabilité absolue. Ce moment où la girafe va boire avec ses bébés. Peut-être le crocodile guette-t-il sous l'eau, peut-être le lion attend-il par derrière. La seconde où l'échine courbée ne pourra refuser sa griffe. Dans ces instants de péril, une seule solution. Croire à la vie. Et faire vite. Avec sa tête qui semble vouloir toucher les nuages, la girafe peut atteindre les plus hautes pousses des acacias. Grâce à sa langue de 45 cm, revêtue d'une couche de peau très dure, elle peut détacher une par une les feuilles de l'arbre en contournant les épines. Si la nature n'avait prévu pour l'acacia aucune protection, l'arbre serait vite dépouillé. Heureusement pour lui, des colonies de fourmis vivent à la base de certaines feuilles. Dès que la girafe approche son nez, le voici recouvert d'un régiment de fourmis qui l'incommode. La girafe s'éloigne alors pour attaquer un autre arbre. Les fourmis vivent ainsi en symbiose avec l'acacia, de même que la girafe avec son inévitable oiseau pique-bœuf, qui avec méticulosité la débarrasse de ses parasites et lui lisse le pelage. Sans ces oiseaux pique-bœufs, Gaïa, la grande girafe au corps blessé de chancre, aurait peut-être déjà succombé à une infection.
Mais les pique-bœufs se montrent si empressés à l'entourer, à la soigner, que sa peau en semble déjà presque cicatrisée. Une nouvelle famille de guépards vient de s'établir dans la région de Tadek. Ils sont 4. La femelle se roule sur le sol en signe de contentement ou de soumission, ou simplement pour combattre une démangeaison. Une gazelle de Thomson qui passe, et voici de nouveau engagée la transmutation au terme de laquelle l'énergie d'une vie se transfère en une autre vie. À ce grand œuvre, si les bourreaux sont 4, la victime ne peut que rarement refuser sa contribution. Sous les premiers souffles de la tempête qui se lève, les guépards savourent leur victoire, comme s'ils célébraient le simple fait de vivre. À la fin du XXe siècle, 1000 guépards environ vivent au Kenya, soit 5% de la population mondiale. Leur patrimoine génétique s'est appauvri au point que certains prévoient, en dépit de la protection dont bénéficient ces animaux, que les guépards sont inéluctablement, et pour ainsi dire mathématiquement, voués à disparaître. Un commensal inattendu est venu rôder là où les guépards ont festoyé. Un babouin, qu'on aurait tort de croire végétarien, déguste la tête de la carcasse. Et de loin, tant le singe manipule la gazelle avec précaution, on pourrait croire qu'ils échangent un baiser, trop appuyé. Un baiser, à la vie et à la mort. Non loin de là, un vassal attend son tour selon les règles de la hiérarchie. Et lorsqu'il viendra, il ne restera plus guère à grignoter que quelques fragments de cervelle. Si près et si loin à la fois, à quelques années-lumière de l'Europe en tout cas,
un couple de grues couronnées enseigne le monde à ses bébés. There is a bright new day after the darkest night. A billion lighters from the blues. A time to sing and play and finally feel alright. A billion lighters from the blues. I feel a billion lighters from the blues. Clear blue skies, all my eyes can see. A billion lighters from the blues. Feeling like I could fly out of reality. A billion lighters from the blues. I feel a billion lighters from the blues. Goodbye troubles, welcome harmony. I found the strength in me. Life is real, I know it in my heart. A billion lighters from the blues. The gift of love to feel and make a brand new start. A billion lighters from the blues. I feel a billion lighters from the blues. Take that. Faudra peu à peu venir à bout de toutes les peurs. La peur de l'eau, la peur du tonnerre qui gronde, la peur de l'inconnu, la peur du vivant. Les parents sont là pour cela, ils transmettront aux jeunes oiseaux ce que la vie a ajouté à leur instinct et qui s'appelle l'expérience. And I say goodbye, troubles, welcome harmony. I found the strength in me. There is a bright new day after the darkest night. Billion lighters from the blues. A time to sing and play and finally feel alright. A billion lighters from the blues. A billion lighters from the blues. Dans la savane, les territoires des uns et des autres forment tout un réseau de frontières immatérielles. Ce lacis d'odeur est si dense et parfois si confus qu'il faut souvent en marquer les bornes. Ici, un lion borgne urine à la lisière de son territoire. Et pour que le signal soit clair et durable, il étale son urine en piétinant l'herbe. Puis il reprend son chemin en rugissant pour entamer un dialogue avec son compagnon resté plus loin. Puis d'autres lions se mêleront au concert. À ces cris auxquels elle aurait pu répondre, Simba ne mêlera plus sa voix. Il est trop tard. La lionne découragée s'est couchée sur le flanc. Elle n'était plus de taille à lutter. Et la vie s'en est allée. Simba la lionne est morte ce soir. Au même moment, une autre lionne a tenté de tuer un buffle. Mais celui-ci a combattu si fort et pendant si longtemps que la lionne n'a pu en venir à bout. Épuisée, elle a renoncé à cette lutte dont le buffle gardera les stigmates. Ainsi va la vie à Masai Mara. Certains vivent et d'autres meurent. Sans que pour autant
rien ne soit jamais écrit. Jusqu'au dernier moment, il n'est de fatalité qui ne puisse s'inverser. Et c'est souvent le fort qui souffre. Aussi bien que le faible. Il y a des jours comme celui-ci où la nature n'est pas belle. Des jours où elle n'est que souffrance. Quelle que soit la direction vers laquelle se porte le regard. D'autres jours, loin des douleurs oubliées, sont au contraire des jours de pure tendresse. Des jours nimbés de lumière. Des jours de bonheur de vivre. Des jours où l'on va confiant vers le soleil qui brille. Des jours de fraternité. Ces jours-là, on joue qu'un bout de bois. On découvre son sexe en érection. On taille de ses dents une branche d'arbuste. Et il suffit qu'une gazelle passe à proximité pour retrouver, un peu effarouché, l'envie du terrier. La tiède sécurité quasi utérine dont il est encore trop tôt pour s'affranchir. Dans une autre famille, un bébé hyène réclame son lait à corps et à cri. Il aura tôt fait de retrouver sa mère allongée sur le flanc, la mamelle offerte.
Pour les jeunes éléphants du groupe de Temba et d'Araka, le bonheur, ce serait d'être adulte. Et Araka, ses frères et ses cousins miment les jeux de leurs aînés, comme ils s'amusent à se croire guettés par les mêmes périls qu'eux. Le goût du défi, la rivalité, l'agressivité. Alors que l'on est 1 an ou que l'on en est 5, on se crée des adversaires. On enroule sa trompe autour de celle d'un ami qu'on affronte. Mais ces combats-là ne sont que des simulacres. Comme si la nature ne pouvait attendre qu'elle fasse son œuvre, comme si l'on devait gagner du temps. Comme s'il fallait, en somme, profiter de la vie, avant qu'elle ne se brise, d'un moment à l'autre. Une activité fébrile se développe dans ces moments-là. On va de l'un à l'autre en quête d'épreuves à affronter, de nouvelles expériences à vivre, de joutes, où s'affirmera toujours plus forte la volonté que l'on a de vaincre. Chez les éléphants, c'est à l'intérieur du groupe, par friction permanente des jeunes entre eux et d'eux avec les adultes, que se forgent les personnages. Ainsi se dégagent également chez les uns et chez les autres les dispositions qu'ils auront peut-être plus tard à dominer et à donner la vie. Dans la poussière d'or du jour qui meurt, l'heure est venue de prendre congé du temps de juin. Un mois pour souffrir et pour apprendre. Un mois pour grandir, dans l'espoir d'égaler des adultes. À peine quelques semaines dans la savane d'Afrique, en ce temps comme en d'autres, passé et futur.